Bonjour mesdames, messieurs, excellences, et messieurs, mesdames les experts. La stratégie du gouvernement de la République démocratique du Congo en matière de gouvernance sur les ressources naturelles, c'est de optimaliser nos ressources, nos ressources, nos minerais stratégiques euh, pour aider à l'accélération de la transformation de nos économies au bénéfice de nos communautés. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? On a, je pense, 2 défis majeurs. Le premier, c'est d'abord la durabilité environnementale. Il est important de préserver l'écosystème, avec des études environnementales importantes, pertinentes et aussi le respect des droits humains, c'est-à-dire, mettre en exergue la responsabilité sociétale des exploitants. Le droit minier, le code minier congolais prévoit d'ailleurs la création d'écoles, prévoit la création de centres de santé, des routes, des dessertes agricoles, tout ça pour être au service en fait du bien-être de nos communautés. Nous avons également dans le code minier une redevance minière qui est évaluée à 40% et qui sert en fait à financer des projets, mais des projets d'intérêt de communautés locales. Le deuxième défi, à part la durabilité environnementale et économique, c'est également d'ajouter une plus-value locale. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on avait l'habitude, en République démocratique du Congo, de vendre des minerais bruts au prix du marché, qui était d'ailleurs, le prix était imposé par l'offre et la demande mondiale. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de transformer les produits donc des minerais bruts en produits finis, à travers évidemment une chaîne de valeur locale, donc pour absorber le chômage. Tout à l'heure, Madame la ministre des Affaires étrangères de la Slovénie a marqué l'accent sur la jeunesse. C'est vrai qu'en Afrique, notamment dans mon pays, en République démocratique du Congo, sur 100 millions d'habitants, 65% est constitué de jeunes qui ont moins de 30 ans. Donc on a une jeunesse innovante, dynamique, qui a besoin bien sûr d'emploi et d'employabilité. Pardon. Donc notre ambition, c'est d'attirer des investissements afin de créer des usines de transformation, des usines de métallurgie, des usines de sidérurgie, euh, donc qui partiraient de l'extraction des minerais, passant par la séparation, le raffinage, etc., la production de métaux, et commercialiser le minerai en République démocratique du Congo. Alors, pour ce faire, il faut bien sûr un approvisionnement responsable tout au long de la chaîne de valeur, mais le président de la République met vraiment un accent sur, et ça c'est tout nouveau, sur au bénéfice des communautés et de l'environnement. Et ça répond également à le nouvel équilibre mondial face aux enjeux majeurs qui sont la crise climatique et la transition énergétique. Alors là, je voudrais quand même parler de cela rapidement, parce que la crise climatique, en fait, on présente aujourd'hui la République démocratique du Congo comme un pays solution. Un pays solution au niveau notamment de la crise climatique, parce que la République démocratique du Congo est le deuxième poumon du monde. Donc, elle assure une décarbonisation grâce au bassin du Congo. Le bassin du Congo, dont le territoire représente 65% en République démocratique du Congo, est constitué de forêts de tourbières, dont le stock naturel absorbe aujourd'hui 40 000 tonnes de carbone mondial. Donc, euh, la crise climatique passe et est enfin, en tout cas, trouve une des solutions en République démocratique du Congo. En matière de transition énergétique, vous savez que la République démocratique du Congo possède 70% de la production du cobalt. Nous sommes aussi producteurs de coltan, de lithium, enfin tous les minerais stratégiques qui sont utiles à la transition énergétique. Aujourd'hui, nous avons également des eaux douces. Quelques chiffres, le bassin du Congo regorge 52% de réserves d'eau de surface et 23% d'eau renouvelable sur toute l'Afrique. Donc,
on peut dire que la transition énergétique ne pourra pas se faire sans la République démocratique du Congo. Peut-être pour terminer rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, nous avons également évidemment le PNSD, qui est le Plan national de stratégie du développement, qui concerne les années 2024-2028 et qui comprend 5 objectifs stratégiques pour répondre justement à cette gouvernance des minerais stratégiques. D'abord, le premier objectif, c'est de renforcer les capacités institutionnelles. Il faut accroître la formation de techniciens spécialisés, de cadres qualifiés, et tout ça, on va travailler avec le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, avec les centres de recherche scientifiques, avec le ministère des Affaires étrangères, bien sûr. Et pour ça, il est prévu des formations continues pour justement assurer comment je veux dire, cet accroissement et- économique et également, dans le cadre de mon travail, un renforcement de la coopération avec des centres de formation et de recherche étrangères. Deuxième objectif important du PNSD, c'est d'actualiser les données des réserves minérales. C'est important d'avoir des données géologiques et minières et des infrastructures numériques de géodonnées afin de pouvoir attirer des investissements au niveau des recherches et des recherches des ressources minières. Également, développer une industrie minière compétitive qui va permettre la créativité, la création d'emplois. Euh, Notamment, nous avons commencé déjà à transformer nos sociétés minières de l'État en sociétés commerciales. Nous avons également mis l'accent sur la promotion, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'industrie métallurgique et de la sidérurgie. Également, on voudrait valoriser les sous-produits de l'extraction métallurgique, du cuivre par exemple, du cobalt, de l'or et d'autres produits. Et tout ça, c'est vraiment en vue de capter la demande des pays développés en minerais étrangers. Nous avons également la réalisation de zones économiques spéciales. Tout à l'heure, si vous me permettez, je parlerai de l'expérience entre la Zambie et la République démocratique du Congo sur la production des batteries électriques pour des véhicules. Également, on voudrait renforcer les engagements en matière de responsabilité. Tout à l'heure, on en a parlé, les responsabilités sociales et environnementales des opérateurs miniers, c'est très important. Et également élaborer un plan énergétique et un plan de désenclavement des sites miniers. Euh, on voudrait également améliorer la performance de l'artisanat minier. Beaucoup de nos communautés locales travaillent dans les mines et exploitent cet artisanat minier. On voudrait renforcer les capacités de ces acteurs pour permettre d'aller vers ce qu'on appelle maintenant le développement de la petite mine. Donc, de rendre plus technique l'artisanat minier de nos communautés locales. Et évidemment, dernier objectif, c'est la promotion de la République démocratique du Congo comme une destination fiable, crédible des investissements étrangers. Alors évidemment, il y a des préalables pour ça. Évidemment, il faut renforcer les mesures de protection des investissements, il faut stabiliser le régime fiscal, il faut des garanties diverses contre les expropriations, il faut également la traçabilité des substances minérales qui sont issues de l'exploitation minière. Il faut également créer peut-être un fonds de promotion du secteur minier, et tout ça dans le but d'améliorer la position de la RDC à travers une bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, etc. Euh, je pense qu'en gros, c'est un petit peu cela sur lequel se base la stratégie de la République démocratique du Congo en matière de gestion des ressources naturelles. Madame la ministre d'Itabala, comment voyez-vous la coopération internationale et régionale? Comment voyez-vous, qu'est-ce que vous pensez de la complémentarité dans le cadre de l'accord de libre-échange africain? Il y a peut-être aussi d'autres projets interrégionaux qui existent chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, merci, mais avant de répondre à la question, tu sais, je voudrais donner un petit complément d'information de ce que le représentant de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs vient de dire à propos de mon pays, la République démocratique du Congo. Il faut peut-être pas parler vraiment de violence, mais plutôt d'expansion territoriale, de violation de l'intégrité territoriale de mon pays, parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est occupée par une armée étrangère, qui est armée rwandaise. Et aujourd'hui, au niveau de l'est de mon pays, c'est-à-dire des villes comme Goma, Bukavu, elles sont occupées par des troupes armées rwandaises. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des accords, notamment l'Union africaine a été et est toujours d'ailleurs le médiateur, le facilitateur principal, d'abord avec le président de l'Angola, le président Lorenzo, euh, à travers la feuille de route de Luanda. Également les accords de Nairobi sur la gestion des groupes armés. Alors c'est le M23, le mouvement du 23 mars, c'est comme ça qu'on appelle le M23, qui sont les supplétifs rwandais qui occupent notre territoire, avec bien sûr, comme l'a dit monsieur le représentant de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, avec évidemment d'autres groupes armés, comme enfin, de d'autres groupes armés. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement le nombre, mais en tout cas, à Nairobi, ça a été la grosse question, était justement la gestion de ces groupes armés. Donc, je voulais quand même donner une précision. Donc, on ne parle pas ici de violence, mais on parle de violation de l'intégrité territoriale de mon pays. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Parce que surtout, et là, je fais vite peut-être un petit parallèle avec la région des Balkans et la région des Grands Lacs. La région des Balkans a également, je pense, vécu un genre de, peut-être un comparatif avec la région des Grands Lacs sur l'appropriation des territoires ou des frontières. Et, et je pense qu'aujourd'hui, le Lys est arrivé en tout cas à des accords de paix et à une gestion des limitations. Nous, on est en plein processus et comme l'a dit monsieur le représentant, évidemment, l'économique est un projet intégrateur. Et là, je réponds à votre question. Les projets intégrateurs régionaux économiques sont évidemment une des réponses principales à la gestion de la guerre aujourd'hui. Alors, bon, d'abord, avant de répondre véritablement à la question de fond, je voudrais aussi préciser que la République démocratique du Congo, mon pays, est enclavée, c'est-à-dire elle est entourée de 9 pays voisins, avec comme seule sortie, comme seul accès à l'extérieur, une espèce de couloir de plus ou moins 45 kilomètres qui donne sur l'océan Atlantique. Donc évidemment, madame, la coopération régionale, la coordination régionale est absolument importante, primordiale pour mon pays. D'ailleurs, nous avons un ministre qui est chargé de l'intégration régionale, qui est en charge, qui a en charge justement cette question de coopération. Et moi, en tant que ministre de la coopération internationale, bien sûr, la coopération régionale fait partie d'un de mes portefeuilles. Alors, comment résoudre ce problème, en tout cas le problème de la RDC dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs? C'est évidemment, il faut procéder à ce qu'on appelle l'interconnectivité. L'interconnectivité est d'abord à l'intérieur de mon pays, et donc il faut des investissements importants au niveau des infrastructures pardon, routières, ferroviaires, aériennes évidemment, mais également un accès vers l'extérieur à travers la création de ce qu'on appelle les corridors économiques, les corridors de transport. Et là, pour exemple, il y a un grand corridor que vous connaissez tous, je pense, vous avez entendu parler, c'est le fameux corridor de Lobito, qui est un corridor qui est évalué à 7 milliards de dollars d'investissement et qui est un corridor qui va relier la Zambie, la République démocratique du Congo et l'Angola, et qui va permettre le transport des ressources minières, le transport des biens et des personnes avec un accès direct vers l'océan Atlantique.
Il y a également le corridor de Gitega, qui est un corridor qui donne un accès à l'océan Indien. Pour l'instant, on est sur l'étude de préfaisabilité. C'est un corridor. Ah voilà, exactement. L'Union européenne est derrière et notamment l'Union européenne, il y a la BAD aussi, la Banque africaine de développement. Et là, c'est un corridor qui va donner, donc, comme j'ai dit, sortie vers l'océan Indien et qui va relier la RDC, le Burundi et la Tanzanie. Donc, il faut évidemment créer de nombreux corridors qui vont permettre les accès du nord au sud, est et de l'est et à l'ouest vers la région et vers le continent et même vers l'international. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi très importante, vous l'avez parlé, madame, c'est la zone de libre-échange. Alors, il faut savoir que la zone de libre-échange est un marché évalué à 1,3 milliard de consommateurs. Donc, c'est énorme. C'est pratiquement toute la sphère de l'Union africaine qui correspond à plus ou moins, je crois, 55 pays. Dont des pays membres, dont 47 sont véritablement rattachés à l'Union africaine. Et il y a également ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. Et c'est là que je rejoins dans le modèle donc, RDC et Zambie. Alors, il faut savoir que c'est donc évidemment un projet de coopération bilatérale, transfrontalier, régional, donc, et qui va porter sur le développement d'une usine de fabrication, on les appelle de précurseurs parce que c'est tout nouveau, de batteries pour les véhicules électriques. Alors, c'est quelque chose, c'est un contrat, un accord de coopération qui a été signé entre nos deux pays, qui est très important parce que ça va d'abord, c'est un accord historique, premier accord, c'est un précédent, et ça va également faciliter le développement de la chaîne de valeur dans le secteur des batteries électriques et de l'énergie propre. Donc vraiment, nos deux pays, la Zambie et la République démocratique du Congo, abritent 80, donc à eux deux, 80% des minerais qui sont nécessaires à la production de ces batteries de voitures électriques. Donc cette coopération transfrontalière va évidemment amener, va aussi aller vers une expansion vers le marché sud-africain, qui est considéré comme un client important et donc un premier client. Donc c'est de nouveau une expansion de la coordination régionale et un accord transfrontalier important. Donc tout cela va évidemment nous permettre une mise en commun des ressources régionales et ça va nous permettre de libérer le potentiel africain. Tout à l'heure, monsieur le représentant le disait, que l'économie est une des grandes réponses aux problèmes de la guerre dans notre région des Grands Lacs. Et en libérant ce potentiel économique africain, ça va également nous permettre une industrialisation de l'Afrique qui va être basée sur un développement durable et inclusif. Également, cette coopération transfrontalière entre la Zambie et la RDC comme modèle précurseur amène évidemment une valeur ajoutée à nos ressources naturelles, puisque ça va être, tout à l'heure, Madame la ministre des Affaires étrangères parlait de l'environnement, qu'il faut créer un environnement de bien-être pour les communautés, un environnement de justice sociale également. Donc ça va permettre aussi la création de millions d'emplois pour cette jeunesse africaine et également une coopération qui va être basée, une coopération scientifique qui va être basée sur, d'ailleurs ça a été créé dernièrement, ce qu'on appelle le centre d'excellence africain. Et ce centre d'excellence va être au service de la formation. Tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, de la formation des jeunes en compétences batterie électrique et va permettre évidemment aussi une coopération entre la Zambie et la RDC sur les formations en mines et en polytechnique et tout cela. Donc, oui, pour répondre à votre question, madame, la coopération régionale est très importante pour
l'Afrique en général et même pour l'international, puisque c'est un marché en pleine croissance et un marché qui est basé aussi sur, qui offre une main-d'œuvre de qualité à travers cette jeunesse qui est innovante, dynamique et Merci, Madame la Ministre. And thank you for stressing on the importance of interconnectivity, which is. Oui, merci pour cette question. Quand on parle du conflit avec Madame Cazette, il ne s'agit pas seulement d'un conflit, il s'agit de la présence des milliers de groupes armés, également des militaires rampants qui sont au Congo, donc qui travaillent contre l'intégrité territoriale congolaise. Je me suis rendu compte au cours de plusieurs rencontres avec les pays africains que deux choses, notamment que malheureusement, souvent, il y a le doute, il existe le doute. Si l'Union européenne ne va seulement répondre quand il y a des infractions de l'intégrité territoriale près de l'Europe. Mais non, ce sont de pareil. Nous sommes concernés partout dans le monde. Quand il s'agit des attaques comme celle-là, des invasions, comme ici, pour nous, c'est important de la même manière. En Europe, en Afrique, en Asie, c'est la même importance. Quant à la présence rwandaise sur le territoire du Congo, nous avons adopté des sanctions justement pour répondre à ces violations. Et quand on parle de la gestion des ressources naturelles, des solutions possibles pour les défis auxquels nous faisons face, on peut dire le suivant, surtout dans la région des Grands Lacs. D'un côté, il y a des processus de paix. Ici, il y a beaucoup d'initiatives de nos collègues qui sont centrées clairement sur les investissements vers les niveaux. En principe, ce sont des projets positifs, ce sont des efforts positifs qui sont alignés avec la stratégie de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Sur la base de notre expérience du passé, il faut être très clair dans notre message. Les Grands Lacs sont très riches, dans la région est très riche en ressources naturelles, en eau aussi, mais il y a aussi pas d'accord de paix entre les pays dans cette région. Ce qui manque, ce qui fait défaut, ce sont les accords signés concrets qui vont vraiment assurer les politiciens, les leaders que les choses vont se faire de manière appropriée. Donc, ce qui manque, c'est vraiment la base d'accord. Je crois qu'une bonne manière de nous assurer la mise en œuvre de tels accords, c'est d'inclure tous ceux qui sont impactés, qui sont influencés par de telles choses. Donc, il faut que de manière active sont inclus la société civile sur le terrain, non seulement dans la mise en œuvre, mais déjà dans la préparation, dans les négociations. Sinon, on aura des documents, des accords qui vont être négociés du haut vers le bas, et donc ils ne vont pas vraiment affecter de manière positive les gens au niveau local. Et ils ne vont pas accepter de tels accords. C'est pourquoi il faut inclure les communautés locales. C'est d'autant plus important quand on parle des ressources naturelles. Nous devrions éviter des accords centrés sur l'extraction telle qu'elle, sur l'exploitation des ressources naturelles. Et comme Madame la ministre Kazadi a dit, au Congo, l'approche inclut la création de la valeur mobilité des
produits finaux au Congo et dans d'autres pays dans d'autres pays qui ont des ressources naturelles, la situation devrait être la même. Quand on parle de l'exploration, de l'extraction des minéraux, par exemple dans la région de Grands Lacs, quand on parle des ressources naturelles et de leur exportation des pays africains, Chine par exemple, où ils vont être refaits, de cette manière, nous n'allons pas avancer vraiment. De tels accords ne vont pas stabiliser et ne vont pas assurer la durabilité dans la région. Malheureusement, je dois conclure cette discussion. Nous avons entendu des exemples des stratégies nationales, nous avons parlé de la nécessité de relations interrégionales et nous avons entendu quel est le rôle de l'Union européenne, que l'Union européenne peut jouer dans ce domaine. Merci à tous les panélistes, merci à tous les intervenants, merci au public et à plus tard.